qui est un officier israélien qui est commandant d'une unité qui est stationnée à la frontière avec le Liban, qui a déclaré que les activités récentes du Hezbollah rappellent en fait les mouvements observés avant le déclenchement de la deuxième guerre du Liban, c'était en 2006. Stéphane, est-ce que c'est un risque réel, le Liban aujourd'hui ou dans un futur proche pour Israël? Le Liban est toujours en risque, tant que c'est pas en état de droit pacifié, eh bien le risque demeure et il n'y a toujours pas de président élu ni choisi au Liban. Il y a un gouvernement intérimaire depuis plus d'une année. Il y a une énorme pression du Hezbollah et de son mentor iranien. Donc c'est vraiment une situation déréglée. Et puis ce qui rend les choses encore plus épineuses, Jim, c'est que le Hezbollah est plus fort qu'en 2006 aujourd'hui. Il dispose en effet de plus de 100 000 roquettes et missiles. Il ne disposait pas de missiles en 2006, des engins qui sont tout à fait capables d'atteindre notamment Tel Aviv et Jérusalem, pratiquement de couvrir l'ensemble du pays israélien et de l'État d'Israël. La raison qui me pousse à penser qu'une guerre n'est pas pour tout de suite, c'est que le Hezbollah est terriblement impliqué dans la guerre civile syrienne, où l'essentiel de ces troupes d'élite, je parle, les évaluations divergent, mais à mon avis, en tout cas, 7000 combattants du Hezbollah en Syrie, et en l'absence de ces combattants ici au Liban face à Israël, je ne vois pas vraiment comment le Hezbollah pourrait soutenir en conflit avec l'État hébreu. À mon sens, ce serait un suicide. Ce serait de toute façon un suicide, même si ces 7000 combattants se trouvaient en face de Metula, un suicide parce qu'Israël est une des armées les plus puissantes du monde, qu'elle a développé elle aussi ses techniques et des armements adéquats, et que tout le monde connaît dans la région, au Liban, au Hezbollah et en Iran, l'éventuel résultat final d'un conflit, d'un affrontement avec Israël. Donc, à mon avis, c'est pas pour tout de suite, mais le danger subsiste. Et puis, ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que si une guerre éclate, eh bien, elle sera beaucoup plus dure que les guerres précédentes, justement du fait du surarmement du Hezbollah. Eh bien, pour Israël, il ne s'agirait plus de frapper notamment avec l'artillerie autour des villages, mais bien sur les villages dans lesquels le Hezbollah se serait fortifié. Et puis, ce qu'on prévoit aussi au niveau des stratèges, ce serait des modifications après la guerre durables, c'est-à-dire qu'Israël exigerait ou surtout imposerait que certains villages, certaines zones soient totalement neutralisés et rendus vides de ces combattants chiites, et peut-être également des populations qui leur prêtent refuge. Donc ce serait une guerre beaucoup plus importante que les autres. Et pour terminer sur ce sujet, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, on ne peut pas empêcher des gens de tirer des roquettes et des missiles. En revanche, eh bien, on peut intervenir efficacement et rapidement pour éliminer cette menace. Donc, notre analyse est que pendant les premiers jours, je dirais 3-4 premiers jours, il pourrait y avoir en effet des centaines, voire des milliers de morts en Israël, et puis la tendance s'inverserait. Et comme je l'ai déjà dit, la conclusion d'un conflit entre Israël et le Hezbollah ne fait pas l'ombre d'un doute, surtout à présent, en 2016, eh bien, le Hezbollah ne jouit plus du tout de l'appui politique du monde arabe. Il n'y a plus que l'Iran qui soutiennent le Hezbollah, et les grands pays, notamment les pays du Golfe et l'Arabie saoudite, au contraire, donnent la chasse à tous les agents, à tous les relais de Hezbollah qui sont dans leur pays ou qui pourraient utiliser les vols de leurs compagnies aériennes nationales respectives. Alors Stéphane, après le Hezbollah, on parle maintenant des Palestiniens. Israël a indiqué aujourd'hui qu'il était fidèle à sa position d'entamer immédiatement des négociations directes, bilatérales et sans conditions préalables avec les Palestiniens. Alors Stéphane, est-ce qu'il existe réellement cette volonté israélienne ou c'est plutôt une façon de bloquer l'initiative française ? Je ne sais pas si ça réussira à bloquer l'initiative française. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle nous inquiète, cette initiative française.
parce que elle s'articule sur de nouvelles bases. Elle exige notamment certains faits. Elle exige qu'Israël se retire sur ce que les Français appellent la frontière de 1967 et qui n'a jamais été une frontière, qui a été une ligne d'armistice à la fin de la guerre précédente avec la Jordanie et non point avec les Palestiniens. Alors obliger Israël à se retirer sur cette ligne d'armistice, ça voudrait dire par exemple que des villes comme Modi'in, qui comptent tout de même 90 000 habitants, se retrouveraient en territoire palestinien, et ou alors elles devraient être démantelées. On se demande pourquoi. Elle se trouve juste à la frontière, et puis l'autoroute Tel Aviv-Jérusalem, il ne pourrait plus exister. Je ne sais pas comment on arriverait à Jérusalem. C'est comme si on condamnait les artères principales qui relient Anvers à Bruxelles, ou le contraire. Et puis il resterait plus que 14 kilomètres entre l'État palestinien et la mer, notamment au niveau de Netanya, qui est la zone du Gush Dan, la zone de Tel Aviv, la plus peuplée d'Israël. Ce serait un risque inouï à prendre. Et surtout, dans les discussions en préparation de ce sommet du mois de mai, je crois que c'est prévu pour le 10 mai en France, eh bien, on évoque également l'imposition de sanctions contre Israël si on ne se pliait pas à toutes ces exigences. Donc, c'est pas vraiment une discussion, c'est pas une conférence où chacun exprime ses points de vue. Ce serait plutôt une manière d'avancer un diktat. Et j'ai également entendu le ministre des Affaires étrangères français, M. Hérault, qui a évoqué la possibilité que cette conférence se tienne sans les Israéliens et sans les Palestiniens, ce qui indique encore plus la possibilité d'une solution imposée qu'on ne désire pas du tout. Et puis, il y a un fait nouveau également après cette conférence. On craint beaucoup à Jérusalem qu'elle ne soit coordonnée, que cette initiative ne soit coordonnée avec l'administration américaine de Barack Obama. Et on sait qu'il y a une session importante, la plus importante de l'année, aux Nations Unies à New York, à Manhattan. Et puis on se demande, parce que M. Obama va quitter son poste à la fin de l'année, il va y avoir des élections présidentielles. On sait que le président actuel n'a pas beaucoup de sympathie pour l'État d'Israël, et notamment pour son Premier ministre, M. Netanyahou. Et ce qu'on redoute le plus ici, c'est qu'au mois d'août, au mois de septembre, eh bien, l'Amérique ne mette pas son veto face aux conséquences ou aux décisions d'une éventuelle conférence à Paris en mai qui tenterait de nous imposer une solution. Donc c'est diplomatiquement très très grave, très très important. Donc effectivement, dans le sens de votre question, Jim, on peut imaginer qu'Israël décide d'une manœuvre dilatoire pour parler d'autres éventualités, ce qui rappelle également que les Américains, jusqu'à maintenant, ont toujours dit qu'une solution ne pouvait se trouver que lors de consultations directes entre Israéliens et Palestiniens. Mais il y a encore une autre chose qui est importante dans ce dossier, brièvement, c'est qu'il y a déjà eu des négociations. C'était en 2008, c'était à l'époque où Ehud Olmert était Premier ministre et où Mme Livni conduisait les négociations avec les Palestiniens. Des consultations très sérieuses qui ont duré 2 ans, et au début de l'année 2009, juste avant les élections, on était presque arrivé à une solution. Les Palestiniens, la direction de l'autorité palestinienne s'est même demandé si elle n'allait pas, pour empêcher M. Netanyahou de remplacer Mme Livni à la tête d'Israël, si les Palestiniens n'allaient pas accepter les solutions qui avaient été prévues lors de ces 2 ans de négociations. Alors, ça se rapporte à une partie de votre question, c'est-à-dire sans condition préalable. Sans condition préalable, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va renégocier ce qu'on a négocié pendant 2 ans, alors que beaucoup de chefs négociateurs israéliens qui ne sont pas des gens élus, mais qui sont de hauts fonctionnaires, sont toujours en place. Ce sont les mêmes. On va reprendre les dossiers, les réouvrir comme si on n'en avait jamais discuté. C'est pas très sérieux. C'est le point le plus faible du discours
de M. Netanyahou, il n'y a aucune raison, on peut modifier les conclusions qui ont été prises en 2007 et 2008, mais il n'y a aucune raison de les laisser de côté et de refaire exactement le même travail. Les conditions posées face aux négociateurs, les problèmes sont toujours les mêmes, et puis si on veut tenter de résoudre quelque chose, ben, au contraire, on va exploiter, on va utiliser ce qui a déjà été entendu, ce qui n'est pas du tout l'intention de M. Netanyahou. Et pour terminer sur ce point, on va simplement dire que la rhétorique de Benjamin Netanyahou n'est pas du tout claire, notamment au sujet des 2 États pour 2 peuples. Pour dire la vérité, la majorité des Israéliens n'y croient pas du tout. Alors si les Israéliens n'y croient pas, qu'est-ce qu'on peut dire des Palestiniens, des Européens? Il ne s'est pas exprimé clairement, il n'a jamais parlé de frontières, il n'a jamais parlé de dates, et de manière beaucoup plus pragmatique, si Benjamin Netanyahou engage des négociations justement sur la création d'un État palestinien, sur la délimitation de frontières, eh bien instantanément, il va perdre sa coalition, il ne pourra plus gouverner et il y aurait des élections anticipées parce qu'il a fait une coalition, il a créé une coalition avec des éléments de droite et d'extrême droite qui sont les plus opposés à toute solution avec les Palestiniens. Jim. Alors Stéphane, dernière chose, brièvement, j'aimerais qu'on revienne sur les termes qui sont utilisés par le communiqué du bureau de Netanyahou. On parle de négociations directes, bilatérales et sans conditions préalables avec les Palestiniens. On va donc revenir sur ces 3 termes. Stéphane, tout d'abord, des négociations directes, bilatérales. Ça veut dire simplement que les Israéliens et les Palestiniens vont négocier sans médiateur ? Exactement comme ça s'est passé en 2007-2008. Je pense qu'on en est tout à fait capable, et les Palestiniens aussi, si la volonté existe. Et ça se fait pas d'une personnalité face à une autre, parce que l'IVNI, elle n'a pas négocié toute seule. Il y avait à l'époque un comité sécuritaire, il y avait un comité comptable qui imaginait les relations économiques entre les 2 entités ou les 2 pays une fois qu'ils seraient créés. Enfin, il y avait, si je me rappelle bien, environ 8 ou 9 dossiers principaux, et il y avait des spécialistes des 2 côtés qui négociaient. Donc voilà, des vraies négociations directes, bilatérales, ça implique cela, ça implique de rouvrir les dossiers avec les mêmes négociateurs, avec d'autres négociateurs, entre Israéliens et Palestiniens netto, c'est-à-dire c'est tout, et sans autres interventions. Et puis le troisième terme, on en a parlé, c'est-à-dire la volonté ou l'exigence de la part de M. Netanyahou de négocier sans conditions préalables. En fait, sans conditions préalables, ça signifie clairement, en traduction simultanée, que pour M. Netanyahou, il n'est pas question de se baser sur ce qui a déjà été acquis lors des négociations précédentes. Et à mon avis, sans être impliqué politiquement, mais à mon avis d'observateur et d'expert stratégique qui également dans ce genre de problème de relations entre États ou entre entités, si on ne veut pas tenir compte de ce qui a déjà été établi, et notamment de dossiers qui peuvent satisfaire en tout cas les Israéliens et même les Palestiniens, eh bien, c'est qu'on n'a pas réellement l'intention de parvenir à une solution lors de négociations de ce type. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous dans ce journal. Mais je vous en prie, c'est toujours avec plaisir, et Chag Sameach à tous les auditeurs.